Je crois que les événements qui se passent sont vraiment minimes par rapport au temps que les soldats passent là-bas et au fait qu'il y a un contact et une friction quotidienne avec une population hostile. Je crois qu'il faut vraiment dire que l'armée fait un beau travail, les soldats font un très bon travail. Ce n'est pas facile d'un côté, mais d'un autre côté, il ne faut pas augmenter et il ne faut pas enfler quelque chose de l'ordre de l'incident. Nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve, Éric Setton. Docteur Éric Setton, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de Herzliya Medical Center et que vous êtes aussi lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne, dans des unités d'élite de l'armée israélienne. Et je voudrais justement revenir avec vous sur ce débat, cette polémique qui enfle en Israël autour de cet incident qui s'est produit à Hebron il y a une semaine à peine. La question est posée, est-ce que ce sont les soldats qui sont responsables dans ce genre de situation ou bien ce sont les officiers qui les ont envoyés? Bien sûr que ce sont les officiers, c'est les commandants qui sont toujours responsables. Mais le soldat sur place est également responsable de sa conduite. Donc je crois il a été puni, il l'a compris et je crois que c'est totalement inacceptable. Totalement. Maintenant, il faut comprendre que les soldats sont confrontés à une population qui est hostile ou à des actes venant de provocateurs qui sont hostiles, et ils doivent être également à même de réagir de façon calme et pondérée. Ce n'est pas évident. Et d'un autre côté, ils doivent être également à même de réagir quand il y a vraiment une menace ou sur eux ou sur des civils. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être un peu difficile, c'est trop demander à des soldats d'être franchement responsables dans ce genre de situation lorsque effectivement il y a face à eux des provocateurs, des gens qui sont là pour d'une certaine manière tout faire pour les énerver. Et, on peut se poser la question dans cette scène que l'on a tous vue de ce soldat qui frappe un militant d'extrême gauche, pourquoi finalement il n'y a pas un officier qui est sur place et qui est capable avec son expérience, un peu plus d'expérience, de gérer mieux la situation? Alors d'abord, il y a des officiers qui sont sur place, ils sont partout, et ils ne peuvent pas être dans tous les endroits où il y a des soldats, et c'est pour ça qu'on entraîne les soldats. Mais ce que je veux dire, il faut comprendre quelque chose. Combien d'années nous sommes en Judée-Samarie? 55 ans. Ok. Je crois que les événements qui se passent, les petites, je dirais pas bavures, mais sont vraiment minimes par rapport au temps que les soldats passent là-bas et au fait qu'il y a un contact et une friction quotidienne avec une population hostile. Je crois qu'il faut vraiment dire que l'armée fait un beau travail, les soldats font un très bon travail, ils sont entraînés à ça. Ce n'est pas facile d'un côté, mais d'un autre côté, il ne faut pas augmenter et il ne faut pas enfler quelque chose qui est de l'ordre de l'incident. Vous dites en fait que de facto, le fait qu'il y ait eu si peu d'affaires, parce que là maintenant, quelque part, on rappelle, et ça a été fait également par l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, l'affaire Elor Azaria, c'était pas du tout les mêmes circonstances, mais c'était même seulement à Hebron dans le même genre de scène, mais c'était pas du tout les mêmes circonstances. Mais finalement, le fait qu'il y ait relativement peu d'accrochages de ce type, c'est une sorte de certificat de bonne conduite de la part de l'armée israélienne? Tout à fait. Je crois que n'importe quelle armée qui se retrouve confrontée à une population civile hostile aurait eu beaucoup plus de nombreux incidents, et on le sait, on l'a vu, que ce soit l'armée américaine, l'armée française ou l'armée anglaise, dans tous les pays, ne parlons pas de l'armée russe, ou dans tous les pays où il y a eu des terrains conquis et des populations qui sont civiles, qui sont sous domination militaire, ça se passe beaucoup plus difficilement que ça. Et je crois qu'il y a vraiment une très 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 bonne conduite de Tsahal. J'ai été là-bas dans les années 80, puis après dans les années 90 et dans les années 2000. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est de l'ordre de l'incident, et il ne faut surtout pas faire enfler ça. Et je crois qu'il faut appeler également les politiciens à ne pas utiliser, que ce soit de droite ou de gauche, à ne pas utiliser ces incidents et à laisser comme l'armée et les soldats faire leur travail. Les officiers sont sur le terrain,
il renforce les soldats quand ils ont besoin, il les punit quand il y a besoin, quand ils dépassent leurs prérogatives, mais il ne faut surtout pas en faire une tempête. Et vous ne craignez pas d'une manière ou d'une autre qu'il y ait une politisation de l'armée aujourd'hui? Finalement, le fait que des généraux, on a quasiment tous les généraux, les anciens chefs d'état-major de l'armée israélienne, dès qu'ils ont pu le faire, eh bien ils sont entrés en politique. Finalement, de facto, est-ce que l'armée, elle n'est pas déjà politisée? Alors non, la plupart des hauts officiers ne rentrent pas dans la politique. Je connais de nombreux hauts officiers qui ont quitté l'armée et qui sont dans le civil, qui font des affaires, qui font de l'éducation, qui font des tas de choses et qui ne font pas de la politique. C'est un nombre minime de soldats, de hauts officiers, et c'est très bien. Il y en a qui sont à droite, qui sont à gauche. Je rappelle que Yoav Gallant est au Likoud et que comment s'appelle là, Gantz est au centre droit, et que Eisenkot est avec lui, et puis que à Meretz, il y a également, pardon, j'ai oublié son nom. Oui, Yair Golan. Yair Golan, tout à fait. Donc, il y a dans tous les chiquiers politiques, dans tous les partis politiques, il y a des anciens soldats de droite ou de gauche, comme toute personne en Israël. Ils ont des opinions politiques, ils les appliquent ou ils œuvrent pour les mettre à même. Et je crois qu'il n'y a pas de politisation de l'armée. Il ne faut pas politiser l'armée, que ce soit ni de droite ni de gauche. Il ne faut pas utiliser les soldats. C'est le seul ciment qui nous reste pour l'instant, où l'armée, où les jeunes servent, quelles que soient leurs opinions politiques et quelle que soit leur capacité, ils servent dans l'armée. Alors, je crois qu'il faut garder ça propre. Alors, on a beaucoup parlé du fait que les soldats israéliens, vous parliez tout à l'heure de la présence israélienne en Judée-Samarie depuis 55 ans, on a beaucoup parlé du fait que eh bien, ces jeunes soldats eh bien, sont livrés à des missions de policiers, tout simplement, de respect de l'ordre, alors qu'ils sont formés pour combattre. Finalement, est-ce que ce n'est pas une erreur de déployer des soldats dans ce genre de zone, de les confronter directement avec des militants qui sont là pour, d'une certaine manière, les provoquer? Est-ce que le moment n'est pas venu de remodeler un peu cette présence, peut-être en déployant soit des unités de garde frontière, soit en créant une sorte de garde nationale, comme c'est l'avis et la position apparemment du futur ministre de la Sécurité nationale, de créer quelque chose qui serait des unités qui seraient formés justement à faire face à ce genre de situation? Alors d'abord, les gardes frontières sont présents, et ils sont présents justement là où il y a le plus de friction avec la population civile. Mais il faut comprendre que les unités combattantes, et j'étais dans l'unité de 669 de combat et de sauvetage aéroporté, font des opérations militaires dans les territoires, arrêtent des terroristes, combattent les terroristes, et je crois que c'est une partie très importante, et ça j'en discutais récemment avec un ancien de Chayetet, des commandos marins. C'est une partie très importante de l'entraînement, de garder le niveau de combat, et on peut pas laisser ça uniquement aux gardes frontières. Les gardes frontières ne peuvent pas faire des opérations comme ils font, par exemple. Mais Eric, par exemple, on sait que c'est récurrent, chaque semaine, chaque vendredi, chaque samedi, il y a ces groupes de militants, ces responsables d'organisations d'ONG pro-palestiniennes, on va dire, qui sont là, ils reviennent, on sait à chaque fois qu'ils sont là. Pourquoi finalement les confronter directement avec de jeunes soldats de 19 ou 20 ans? Et dans ces 55 ans de présence, combien de fois vous avez entendu des cas comme celui qui s'est passé la semaine dernière? Oui, très peu, effectivement. Donc, faut relativiser tout ça. Mais par contre, le fait que les soldats combattants sont dans les territoires, pourchassent les terroristes, fassent des opérations militaires contre les terroristes, c'est très important pour garder leur capacité de combat
pour être à même également de répondre quand il y a une attaque militaire. Vous pensez que ce gouvernement qui est en train de se former risque de modifier la donne dans ce genre de situation certains disent d'envenimer la tension entre ces militants, les habitants palestiniens et les soldats de l'autre côté, ou au contraire, il peut peut-être, avec une poigne de fer, essayer peut-être justement de museler un peu ces formes de protestation? Il y a une limite à la force, une limite à la violence, et je crois que, comme avait dit Arik Sharon, Masheroim Mikan Loroim Misham, ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas de là, et que Ben Gvir, Smotrich, tous les partis d'extrême droite qui vont monter au pouvoir vont se confronter à la réalité. Et c'est totalement différent quand on parle et on crie d'un côté, et quand on est sur le terrain et quand on doit prendre des décisions. J'ai simplement un problème avec quelqu'un qui n'a pas fait de service militaire, qui appelle à plus de force et plus d'ingérence d'utilisation des soldats, alors que lui-même n'a jamais été sur le terrain, n'a jamais commandé, n'a jamais combattu. Et je crois qu'il y a un problème éthique dans le fait qu'un politicien prône l'utilisation de l'armée alors que lui-même n'a jamais été sur le terrain. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça. Eh bien, docteur Éric Setton, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir à ce débat de société, on peut dire, qui anime la société israélienne depuis quelques jours autour de l'incident de Hebron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt et Shabbat Shalom. Merci Daniel, merci de m'avoir invité. Bonsoir. Bonne nuit, bonne journée. Bonne nuit à vous, effectivement. Merci, bye bye, shalom.